Le bel esprit. Oh oui. Oh oui, oh oui, mes amis. Après un Backlash 2025, Backlash Saint-Louis, qui nous a éventuellement redonné foi en la WWE. Je commence fort. Ouais, non, bon, bref. Oui, j'ai été très content de voir que l'avis était partagé, que beaucoup d'entre vous n'étaient pas très chauds par la carte de ce Backlash, mais ont été agréablement surpris par le spectacle et le produit que nous a offert la WWE. Oh oui, samedi dernier. Et donc, nous attaquons ce WWE Raw TLR Reviews épisode 138, Raw du 12 mai 2025 depuis Louisville dans le Kentucky. Là aussi le lieu de Backlash de samedi. Mes amis, c'était un Monday Night Raw. Alors bon, bref, allez, autant le dire tout de suite. Je fais gaffe avec le titre de mes reviews. Parce que je sais pas, ça fait 2 semaines que le nombre de vues a bien baissé. Alors, je sais pas. Soit c'est parce qu'elles sont plus courtes et donc les gens les matent en une fois. Peut-être. Soit c'est parce que j'allais dire je deviens trop philosophique ou j'analyse peut-être trop le produit. Et bien vous savez quoi ? On va continuer. Là, ce Monday Night Raw m'a inspiré pour faire une analyse en profondeur du roster et surtout de la qualité du roster WWE. Oh oui. Notamment, par rapport à un commentaire. Alors, j'ai pas fini de répondre et de lire tous vos commentaires de la review de Backlash, mais il y a quelque chose qui m'a fait, il y a un membre qui m'a fait réfléchir, un participant de la chaîne, sur mes commentaires sur Jeff Cobb, où je disais grosso modo que le début de Jeff Cobb, ça pouvait sembler injuste par rapport à des superstars NXT qui sont à NXT depuis 2 ou 3 ans. Et il m'a dit ouais mais Jeff Cobb il a quand même fait ses preuves sur le circuit indépendant, donc c'est pas forcément une mauvaise chose. Ben en fait oui et non, parce que je redis, quand on est à NXT depuis 2 ans et qu'on se dit ça fait 2 ans que je me défonce tous les jours pour être enfin à Raw ou SmackDown, parce que c'est là qu'on gagne le plus d'argent, hein, et au final on est à la WWE pour gagner de l'argent, hein, pour faire le plus grand salaire possible, pour faire ça pendant quelques années et après être tranquille jusqu'à la fin de ses jours. Et de voir un catcheur indépendant qui a jamais mis les pieds à la WWE commencer direct dans une grosse storyline à SmackDown, on peut l'avoir mal. Et moi j'ai toujours cette mentalité parce que je peux vous dire, je l'ai vécu plein de fois dans ma carrière, en tout cas à la WWE. Et donc bref, en matant ce Monday Night Raw, je me suis rendu compte que au final, quand même, le roster de la WWE est vraiment pas mal. C'est ce que nous allons voir dans cet épisode 138 des TLR Reviews, mes amis. Donc Raw commence avec une promo dans le ring de CM Punk. CM Punk est très énervé. Et il appelle Paul Heyman dans le ring, qui arrive, et Paul Heyman est accompagné de Seth Rollins, qui est habillé en... Alors il m'a donné l'impression d'être habillé en inspecteur Colombo avec son impair marron, impair couleur chiasse, alors ouais, une bonne couleur de chiasse. Et alors après, avec des gros plans, on se rend compte que non, en fait, c'est un père en peau de serpent. Alors là, bel esprit, parce que tout ce qui est peau de serpent, moi j'ai toujours kiffé pour mes tenues. Et donc Seth Rollins habillé en inspecteur Colombo avec Bron Breakker qui est en costard. Et Bron Breakker en costard, je trouve, c'est très naze. Très naze, ça tue complètement la vibe d'enforcer qu'il est supposé avoir. Ça tue la vibe de monstre destructeur. Le mec devrait être en jean noir avec un débardeur noir ou torse nu ou un blouson en cuir. Mais frérot, toi en costard, alors on sait pas, est-ce qu'ils essayent de nous faire un réchauffé d'évolution, ou alors est-ce qu'ils essayent de faire genre, oui, on met des costards parce qu'on est des mafieux, ouais, mais dans ces cas-là, pourquoi Seth Rollins n'est pas en costard lui aussi? Ouais, non, Bron Breakker en costard, très moyen, et bon, comme d'habitude, hein, ça finit en baston, ce petit segment promo. Sami Zayn vient aider CM Punk, et j'allais dire, je sens venir le tag match en main event, et ben non, parce qu'on en avait déjà annoncé avec 4 catcheuses exceptionnelles. Après, on a un singles match entre Penta et Chad Gable. Alors au début, je me dis, d'où sort ce match? Et alors apparemment, je me souvenais vraiment plus que Chad Gable a écouté sa victoire à Penta à SmackDown, je crois, ou la semaine dernière, je sais plus. Et donc bref, juste avant que le match commence, désolé, j'ai des renvois, pas des renvois, mais des héros silencieux, parce que je sors de la muscu, je viens d'avoir mon chèque de protéines, et je fais la review de Raw, alors qu'il est 8h04. Oh oui, bel esprit, debout depuis 4h du mat. Bref, juste avant le match, il y a Pat McAfee qui revient en commentaire, sans vendre la moindre douleur quasiment, ou la moindre blessure du match de la veille, sans séquelles. What the fuck, mes amis? What the fuck? Expliquez-moi, le mec a affronté un ancien champion du monde et il revient comme si de rien n'était, genre oui, je vais bien. Chad Gable essaye d'enlever le masque de Penta pendant le match. Bel esprit, c'est ce que devrait faire n'importe quel heel qui catch contre un catcheur masqué. Après, alors, Michael Cole dit quelque chose dans le match et j'ai pas eu le temps de vérifier sur Wikipédia, s'il vous plaît, confirmez-moi, parce que là, si c'est le cas, c'est un crime. Michael Cole dit
pendant le match que aucun des deux hommes, bon Penta je veux bien, il est arrivé il y a 6 mois, mais aucun des deux hommes n'a jamais eu de titre solo à la WWE. Est-ce que c'est vrai pour Chad Gable? Parce que si c'est vrai, c'est littéralement un scandale, mais un scandale intergalactique. Oh oui, oui. Gable est probablement un des 3 meilleurs in-ring today à la WWE. Il est capable de tout faire dans le ring. De la lutte, il est capable de frapper fort, il est capable de faire de la voltige, il a un physique de ouf, on le voit dans ses stories Instagram et dans ses posts Instagram, il s'entraîne comme un malade, il a un physique de ouf, et il perd le match. Alors oui, d'accord, Penta est un super talent, d'accord, mais Gable, franchement, malheureusement pour lui, le mec il se rapproche très sincèrement et très lentement mais sûrement du clan des serpillères. Peut-être pour y remplacer Braun Strowman, grosse question, mais très sincèrement, je joue souvent, alors que ce soit en vrai ou même sur internet, on parle souvent de ouais, Jey Uso s'est mérité son règne de champion, etc. Alors oui, d'accord, Jey Uso il travaille dur, il connecte avec la foule, pas de problème. Mais je le redis, Jey Uso connecte avec la foule à 50% grâce à sa musique d'entrée. Vous enlevez la musique d'entrée de Jey Uso, c'est totalement différent, croyez-moi. Ensuite, et soyez honnête, il faut être honnête dans la vie, Jey Uso, il est autant over parce qu'il y a une grosse musique d'entrée, pour une fois que Def Rebel a fait du bon boulot, et parce que Triple H l'a choisi Jey Uso. Je le redis, avec n'importe quel autre booker, Jey Uso serait toujours en mid-quart d'heure tag team, voire il aurait peut-être été renvoyé. Et les gens me disent, oui, mais on peut pas dire ça, Jey Uso quand même il est over. Et là, je pose 2 ou 3 questions à chaque fois, et que j'ai déjà posé dans les tele reviews, mais ça vaut le coup, parce que limite j'ai envie d'en faire une TLR booking, sur comme quoi le booking ça fait tout. Je demande tout de suite, entre Chad Gable et Jey Uso en pur in-ring, qui mérite plus d'être champion du monde? Et là tout le monde me dit, ah bah Chad Gable, voilà. Ensuite, après je dis, en pur promo, qui mérite plus d'être champion du monde? Jey Uso ou LA Knight? Et là on me dit tout de suite, oh bah LA Knight. Et là maintenant on va aller plus loin, en pur physique, apparence physique, c'est-à-dire corps. Qui mérite plus d'être champion? Jey Uso ou Austin Theory? Austin Theory, vous allez me dire. Donc parti de là, explique-moi comment Jey Uso est champion du monde. Parce qu'il allie pas les 3. Jey Uso, dans le ring, bon, il est ok, mais il n'est pas exceptionnel. Au micro, pareil. Physiquement, pareil. Pourquoi Jey Uso est champion du monde? Parce que le booking fait tout en catch. Point barre. Choisissez entre Jey Uso et LA Knight qui mérite plus d'être champion du monde. Beaucoup vont dire LA Knight. Entre Chad Gable et Jey Uso, et là, on parle pas juste de in-ring, on parle de tout de manière générale, de carrière et de travail qu'il fournit dans le ring. Qui fournit à la WWE. Ouh, le soleil se lève. Alors attendez, je vais peut-être baisser la luminosité parce que là, le t-shirt, le débardeur, oh oui, le débardeur jaune fluo que j'ai, là, j'ai l'impression qu'il éblouit. Ouh là là, ça va faire visuellement un truc pourri en vidéo, mais c'est pas grave. Allez, c'est pas grave, bel esprit. Bon bref, donc je disais, Chad Gable et Jey Uso, entre les deux, qui méritent plus d'être champion du monde? Moi j'ai envie de dire Chad Gable. Donc bref, mes amis, tout ça pour dire, le booking, ça fait tout à la WWE. Oh oui, et dans le catch, tout simplement. Et donc bref, quand je vois Chad Gable qui alors apparemment, alors dites-le moi dans les commentaires si c'est vrai, n'a jamais eu de titre solo à la WWE, ça m'a scotché d'entendre ça. Même pas un titre secondaire. J'espère que alors j'ai mal entendu, franchement. Mais dites-le moi dans les commentaires parce que j'ai pas encore eu le temps de regarder sur Wikimedia. Bref, après ça on est alors une promo vignette de Roxanne et de Julia qui vont faire équipe dans le main event. Alors déjà là tout de suite j'ai une vision, je sais pas pourquoi, j'ai le sentiment qu'à la base ça devait être Cora Jade qui devait être à la place de Julia en équipe avec Roxanne sur le main roster. Après, est-ce qu'il y a eu une parole ou alors il y a eu des guerres politiques pour virer Cora Jade et mettre Julia à la place? Je sais pas. Mais la vibe du booking et le look de cette équipe, je sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que Cora Jade aurait dû être à la place de Julia sur le main roster. Ils l'ont quand même bien poussé. Hein. Alors, est-ce qu'elle a mal parlé à la mauvaise personne? Est-ce qu'ils se sont dit, ouais, non, ça serait mieux pour le business de mettre Julia? Je sais pas, parce qu'en fait, Julia, la meuf, elle parle toujours pas anglais. Elle bafouille un peu en anglais. Et je dis pas que c'est disqualifiant pour une carrière à WWE, mais sur le main roster quand même. Hein, si votre anglais est pas vraiment pas mal, ça va être très limitant. D'ailleurs, on le voit, ils sont obligés de mettre des sous-titres quand elle parle japonais. Et avec ça, vous pouvez pas connecter avec le gros public, le public général américain. Alors oui, avec les fans de catch, ça va marcher, mais avec le public général américain, le père de famille américain qui s'en bat les steaks du catch, il va voir la meuf qui parle pas anglais, il va voir qui parle japonais, qui comprend rien, il va aller, vas-y, je zappe. Enfin bref. Tag team match entre American Made et World Riders. Alors j'ai zappé ce match pour manque de temps. Les champions de New Day, ringside aux commentaires, causent la défaite des World Riders.
Ok, d'accord. Ensuite, tu as une promo dans le ring avec Jey Uso. Alors Jake, avec son entrée qui dure 5 minutes, comme j'ai dit, par rapport à son thème d'entrée, il s'adresse à Logan Paul, mais enfin, alors là, enfin, en majuscule, Gunther revient dans le paysage du titre qu'il a perdu à WrestleMania. Enfin. Ce Gunther, qui dit champion 80% de son temps à la WWE, bel esprit. C'est le genre de truc qui me marque l'esprit. Le mec, il a été champion 80% de son temps à la WWE. S'il le dit, j'imagine c'est vrai. C'est parce qu'il y a sûrement un scripteur ou un statisticien qui a fait les comptes. Et je me pose la question tout de suite, pourquoi Gunther, c'est un champion né, en fait? Bah, en fait, ma réponse, c'est que c'est un excellent heel. C'est un excellent heel, il a tout, il a la gueule, il a le physique, il a le catch. Et c'est toujours mieux d'avoir un champion heel. C'est toujours mieux d'avoir un champion heel parce que le babyface qui court après le champion, c'est mieux que le babyface on top. C'est mieux pour le business. Parce qu'un babyface, c'est fait pour être encouragé. Et pour encourager quelqu'un, il faut qu'il ait une quête. Si le mec, il est déjà champion, il est déjà roi, ben la quête, elle est terminée, quoi. Et justement, d'ailleurs, en parlant de bon heel, c'est énorme parce que Gunther fait ressortir de Jey Uso une intensité qu'on a rarement vue en lui et dont il a bien besoin pour s'établir en champion crédible. Oh oui, oh oui. Après, on a un singles match entre Finn Balor et AJ Styles. Un match entre tout simplement deux légendes vivantes du catch. Franchement, un excellent match comme il fallait s'y attendre. Les deux montrent des physiques incroyables à 40 ans, passés chacun, bel esprit. Victoire d'AJ Styles. Et un roster et une belle carte sur ce Raw. Franchement, belle carte. Finn Balor contre AJ Styles à Raw dans un weekly gratuitement sur Netflix. Wow, enfin c'est pas vraiment gratuit parce que Netflix est payant, mais bel esprit. Hein. Bel esprit, bel esprit, bel esprit. En parlant de bel esprit, une promo dans le ring a suivi de mon amie Becky Lynch. Becky avec les bombes de vérité qu'elle lâche. Truth bomb, comme on dit en anglais. En 3 semaines, par exemple, elle dit que les gens connaissent plus depuis que Lyra Valkyria. Ils connaissent plus Lyra de toute sa carrière. C'est-à-dire que depuis 3 semaines qu'elle bosse avec Becky Lynch, notamment qu'elle feud avec elle, Lyra Valkyria est sur la carte. Et elle n'a pas tort. Elle lui a aussi donné le meilleur match de sa carrière, et elle n'a pas tort. Et malgré ça, on critique Becky Lynch. Les gens critiquent par jalousie. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Et les gens disent que Becky bloque l'ascension des jeunes. Point d'interrogation. Et bien maintenant, c'est ce qu'elle va faire. Elle va vraiment bloquer l'ascension des jeunes. Alors, j'allais dire, j'aime bien ce genre de booking où en fait, on jette à la face des gens les critiques qu'il peut y avoir online et on s'en sert pour développer un personnage, bel esprit. Mais les gens qui disent que Becky est la nouvelle Hulk Hogan, vous avez rien compris au business. La meuf, elle a construit Lyra Valkyria comme personne l'a fait avant elle. En un seul match. C'est magnifique, vive le catch. Et enfin le main event tag team match, Julia et Roxanne Perez contre Rhea Ripley et Io Sky. Alors les amis, faut pas trop cligner des yeux dans ce match. Hein. Faut pas cligner des yeux trop vite parce que à part pour la différence de taille, on pourrait confondre Rhea Ripley et Roxanne Perez. Parce que les deux sont habillées en noir et elles ont les cheveux noirs et elles ont presque la même tenue. Alors après, d'accord, attention, faut quand même reconnaître que Rhea Ripley, Rhea Ralenti, a un physique magnifique, qu'elle bosse très très dur à la salle comme on le voit sur ses posts Instagram. Donc on va pas se plaindre, mais est-ce qu'il est possible qu'elle utilise moins de tissu pour ses tenues? La meuf on dirait qu'elle catch en bikini. Bah alors attention, pareil je me plains pas, mais c'est le genre de truc, pareil vu que je travaille souvent sur mes tenues de catch, dès que je vois, enfin j'ai l'œil pour revoir tout de suite les petits détails des tenues. Et notamment des physiques aussi. Et bref, surtout les physiques fait bien. Et Rhea Ripley, mais ses tenues c'est de plus en plus petit, c'est de plus en plus court. Bientôt elle va catcher en string la meuf. Si c'est pas déjà fait d'ailleurs. Et en fait je me dis ouais, en fait bel esprit parce que ça veut dire qu'elle va, quand vous catchez avec aussi peu de tenue, ben vous payez moins cher le tissu vu que vous en achetez moins parce que le tissu de catch, le tissu stretch ça s'achète au mètre. Hein. Je peux vous dire j'en ai des sacs remplis là juste devant moi de spandex brillant, de spandex mat, de tissu pour des tenues d'entrée. Que ce soit pour des tenues d'entrée ou pour des capes. Une cape, c'est minimum 2 ou 3 mètres de tissu qu'il faut acheter. Alors si en plus vous prenez un tissu de ouf, brillant à paillettes, c'est minimum 50 balles le mètre. Faites le calcul, une cape vous coûte 150 balles, alors que vous la mettez minimum de tissu, encore 150 balles. Parce qu'après, il faut la faire par le couturier. Donc rajoutez peut-être 100 balles en plus. Donc 250, 300 balles pour une cape que vous mettez, allez, 2 minutes dans votre match, pour votre entrée. Peut-être un jour je ferai peut-être une vidéo là aussi sur mes tenues de catch et les prix et comment élaborer une tenue de catch. Ah ça serait pas mal, et peut-être j'interviewerai, ouais ça serait pas mal, ouais mais il parle pas français. Un pote qui fait les tenues de catch, Ultimo Chingon, qu'on voit dans les TLRAM, d'ailleurs il y en a une hier, hein. TLRAM mes amis, un match que je n'oublierai jamais, je l'ai re-regardé, bel esprit, j'avoue c'était un gros match contre Miseria posté hier. Je vous invite encore une fois à aller voir les TLRAM mes amis parce que c'est franchement mes vidéos préférées sur la chaîne. Et il y en a des lourdes qui arrivent, j'en ai filmé 4, ouh. Et en plus, je vous l'annonce, on va commencer les TLRAM des matchs récents.
des masques post WWE. J'en ai filmé un. J'ai filmé une TLRAM d'un match de début 2025. Vous allez kiffer. Oh, vous allez kiffer. Vous allez voir la différence dans mon catch entre 2025 et il y a 15 ans à la WS avant la WWE. C'est magnifique, c'est magistral. Franchement, bon. La chaîne Tom Larifa, c'est la chaîne catch, hein, avec études de catch de ouf, avec preuve à l'appui, et en parlant de preuve à l'appui, vendredi, n'oubliez pas, mes amis, la TLR Stories, je me pisse dessus à cause de Jeff Hardy, et je lui pète dessus aussi, et j'ai une commotion cérébrale, et il me faut un coup de boule. Je sais pas le titre de la TLR Stories, ça va être quoi, mais ça va être une vidéo de ouf, postée vendredi, je pense, aller sur le coup de 18h. Oh oui, je vais l'uploader incessamment sous peu. Et donc bref, tout ça pour dire... Ouais, faire une vidéo sur les tenues de catch, ça serait pas mal. Peut-être, allez, peut-être je le ferai, oh oui. Et en parlant de tenues de catch et de look, mes amis, parce que j'en ai eu beaucoup dans ma carrière, beaucoup de personnages différents, moi je trouve que c'est plutôt aussi Giulia et Io Sky qui devraient être en équipe, parce que par rapport à leur parcours au Japon, leur formation, leur carrière, leur look aussi, les deux ont des... Giulia et Io Sky, elles ont des couleurs de cheveux un peu farfelues, elles ont des tenues en lambeaux avec des morceaux de tissu qui pendent. En fait, les équipes dans ce match, c'est inversé. Ça devrait être Roxanne et Rhea Ripley, les deux meufs en noir un peu gothiques, contre Io Sky et Giulia, les deux formés au Japon, semi-japonaises pour Giulia, avec des tenues qui se ressemblent et les cheveux de toutes les couleurs. Oh oui. Et bref, mes amis, beaucoup de commentaires teintés d'humour pour ce match. Pourquoi? Parce que le match est exceptionnel et il n'y a absolument rien à dire sur leur catch, si ce n'est que c'était un gros match. Et bravo mesdames, ou mesdemoiselles, je sais pas. Victoire des Babyface dans un magnifique main event, respect total. Et donc mes amis, alors en conclusion, et on essaye de réaugmenter, non pas un zoom, mais réaugmenter la luminosité de la vidéo. Oh oui, pour vous éblouir avec ce magnifique débardeur moulant jaune fluo. En conclusion, mes amis, au final, respect au roster de la WWE. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais vous parler franchement, en commençant le show, je me suis dit, la WWE, c'est népotisme land. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas fils de superstar, est-ce que vous allez mousser? Faisons les comptes. Jey Uso, Randy Orton, Cody Rhodes, Braun Breaker... qui y a d'autres Nia Jax dans un sens peut-être, Charlotte Flair. En fait, j'ai l'impression que toutes les top stars de la WWE, ce sont des fils de catcheurs. Et après, j'ai pris du recul et je fais, ouais, non, quand même pas. Parce qu'après, sur le roster, on a quand même des Finn Balor, on a des AJ Styles, on a Seth Rollins, on a Sami Zayn, on a Kevin Owens, finalement des mecs qui ont fait leur dent sur les indies. Et après, on va encore plus là, on a des purs produits PC WWE. C'est-à-dire même si c'est des athlètes en dehors, on a American Made, bon il y avait Abby Nile, même Chad Gable dans un sens, parce qu'il avait vraiment commencé le catch à la WWE. Enfin au final, mais quand on voit toute cette richesse du roster, des fils de catcheurs, des superstars, des légendes indépendantes, entre guillemets, même s'ils sont à la New Japan, etc., ça reste indépendant, on va dire, et des purs produits 100% de WWE, bel esprit. Un gros équilibre sur le roster, comme on l'a vu dans ce Monday Night Raw. Oh oui. Et je le redis, le népotisme, il est justifié parce que tous les fils de catcheurs sont excellents quand même dans le ring. Glorification et récompense de légende du business indie, pareil, là aussi c'est mérité. Et homemade, des produits homemade, bel esprit aussi. Les gars, c'est des athlètes de ouf, même s'ils sont un peu green et ils manquent d'expérience. Oh oui, mes amis, le business va très bien, en tout cas d'un point de vue catch, parce que n'oublions pas quand même que les prix WWE, c'est quand même chaud. Les prix pour les places, j'en ai vu certains qui me disent 7000 balles la place ringside pour Clash in Paris. Ça sera sans moi, mes amis. Déjà sans moi pour payer autant pour une place de catch, ça c'est clair et net que non. Encore plus vu ma position. Mais même si j'avais été fan, fou. Alors, moi si j'avais eu l'argent, mais 7000 balles quand même pour une place de ringside. Faut quand même pas pousser, hein, quand même. C'est pas la finale de la Ligue des Champions, d'accord? Non pas que je sois fan de foot, au contraire, je déteste ça, hein, je regarde pas, mais c'est un peu abusé, je trouve. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez pas que c'est abusé, quoi. Et si vous ne trouvez pas que, comme je disais, la WWE va tuer le business. À vouloir faire des prix trop forts, ça va devenir un truc de bourgeois, ça va devenir un truc de riche, et ça sera plus du tout un truc populaire, un spectacle populaire comme le catch l'a toujours été, et je pense doit l'être. Oh oui. Allez mes amis, le commentaire de la semaine, j'en ai pas fait pour Backlash, j'avais complètement zappé parce que j'avais fait la review en speed dimanche soir. Alors... un habitué, un ami de la chaîne, Gildas Dias, 8642, avec son petit cœur. Très heureux de participer à la chaîne, bel esprit. Surtout que le contenu de la chaîne est unique et enrichissant. Merci amigo, et c'est grâce à ce que tu apportes. Merci, et tu vas voir, hein, ça va continuer, hein, parce que la TLR Stories de cette semaine de ouf. Je vais tourner la TLR Stories. La TLR Stories spécial manager. Toute ma carrière en manager à NXT, je vais me débrouiller pour la filmer dans la semaine si je peux demain. Ça va être un truc de ouf. Les amis, ça va être un truc de ouf. Ça va être peut-être une des meilleures vidéos de la chaîne. Toute ma carrière en manager à NXT, vous allez voir la profondeur et la richesse des promos et des looks.
Ouh. Et je vais filer des leçons à pas mal de rosters, de superstars du roster actuel. Bon bref, en parlant de tenue énorme, le gilet de Seth Rollins ressemble à une serpillière et la référence au Père Noël est une ordure et très bien trouvée. Alors ça, c'est une vieille vidéo, hein, et un vieux commentaire. J'ai hâte de voir la Taylor Booking sur Cena, c'est déjà sorti. Le début est exceptionnel et je pense qu'il est capable d'être un meilleur heel qu'on le montre, ça c'est sûr. Bon bref, alors ta question. J'ai l'impression qu'avoir un titre, voilà. J'ai l'impression qu'avoir un titre avec un booking qui ne suit pas, ça peut être un cadeau empoisonné. Est-ce que certains push sans un booking d'une certaine qualité dans le business, même quand ils sont mérités, ne freinent-ils pas l'ascension de certains talents? Je pense à Lyra Valkyria ou Io Sky notamment. J'y pense maintenant, mais ça pourrait faire un super match à WrestleMania, titre contre titre, oui. Alors, grosso modo, la question, Gildas Dias, c'est est-ce que avoir un titre mais ne pas avoir le booking qui suit, ça peut être une mauvaise chose? Alors tout de suite, je te le dis non. Parce que si tu as un titre, forcément tu vas être à la télé. J'ai jamais vu de champions WWE qui sont retirés de la télé pendant des mois et des mois. Non. Parce qu'il vaut mieux avoir un titre et ne pas être à la télé que ne pas avoir titre et ne pas être à la télé du tout, tu vois. Va demander à Ethan Down Under. Va demander à Grayson Waller et à Austin Theory s'ils aimeraient pas quand même être champions du monde, même s'ils sont pas à la télé. Donc voilà, en fait, pour répondre très rapidement à ta question, voilà, non, vaut mieux être champion et ne pas être à la télé que ne pas être du tout à la télé sans titre. Ça, c'est le premier truc. Après, derrière ta question se cache un autre problème, c'est est-ce qu'il n'y a pas trop de titres maintenant à la WWE? Parce qu'à quoi ça sert d'avoir des titres si, au final, on les met jamais à la télé et on les utilise pas dans des storylines, parce que ça dénigre totalement le titre. Je repense au titre américain féminin de SmackDown, même si on le voit un peu maintenant grâce à Zelina Vega, mais bon, Chelsea Green est passée complètement à côté des shows télé, alors que la meuf est exceptionnellement bonne à tous les niveaux, bonne physiquement et bonne dans le ring et bonne aux promos, entraînée par Lance Storm aussi. Donc ouais, c'est la vraie question, c'est est-ce qu'il n'y a pas trop de titres à la WWE? Moi, je pense que sincèrement que oui, mais après, d'un autre côté, j'allais dire qui je suis pour donner des leçons à la WWE. S'ils ont fait ça, c'est qu'il y a forcément des raisons. Ils ont dû dire, on a besoin d'autres titres. Surtout vis-à-vis de la richesse et la profondeur du roster. Parce que quand vous avez qu'un seul titre individuel dans un roster féminin aussi riche qu'actuellement à la WWE, il faut des trucs, il faut des storylines. Alors en fait, là aussi, c'est une autre vraie question. Est-ce que le problème, c'est pas la paresse ou le manque de talent scénaristique des scénaristes WWE? Parce que s'ils sont incapables de trouver des storylines autres que juste combattre pour un titre de champion, c'est qu'il y a un problème, mes amis. C'est qu'il y a un problème de scénario à la WWE. Oh oui, oh oui. Et en général, quand il y a un problème de scénario, plutôt que de virer les scénaristes, qui en virent? On vire les catcheurs. Et on leur dit, désolé, on n'a rien pour toi. Ah là là, je vous renvoie à la Taylor Stories, mon dernier jour à la WWE. Mes amis, c'était la Taylor Review de Raw. J'ai déjà fermé le fichier avec les notes de Raw, donc c'était l'épisode 138 si je dis pas de bêtises. On se voit jeudi pour la review d'AEW, et je vous le dis, préparez-vous pour vendredi la Taylor Stories. Je me pisse dessus à cause de Jeff Hardy, je lui pète dessus, je me pète dessus, presque je me chie dessus à cause d'un des deux frères Hardy qui me met un coup de boule alors que j'ai une commotion cérébrale. Oh oui, on peut pas faire plus de promotion que ça pour cette vidéo. Donc, oh oui, mes amis, ce week-end, j'ai un show à Malte. Alors, peut-être que la review de SmackDown aura du retard. Elle sera là peut-être que dimanche. On verra en fonction de l'emploi du temps à Malte. Je vais sûrement pas faire de vlog parce que c'est très rapide. Hein. Je pars vendredi, j'arrive là-bas à 10h du soir, stage show, et je repars dimanche à 7h du mat. Oh oui, bel esprit, c'est ça la vie de catcheur, c'est ça la vie sur la chaîne Tom Laruffa. Gardez le bel esprit. Aouh.